Bienvenue sur le podcast d'Amanaska, le premier compagnon de voyage à vous proposer de découvrir Bali et les îles indonésiennes, tout en partageant avec vous des conseils, des informations pratiques, de l'actualité, pour préparer votre voyage et le vivre autrement. À travers nos expériences, nos coups de cœur, les histoires d'hommes et de femmes inspirants, nous allons vous raconter ce pays que nous aimons, où nous vivons. Vous faire découvrir des traditions millénaires, des cultures ancestrales et un quotidien que nous partageons avec le peuple qui vit sur l'île aux 1000 temples. Om Swastiastu. Nous espérons que vous allez bien. Bienvenue sur le podcast d'Amanaska à Bali. Voici un nouvel épisode qui, cette fois-ci, va vous raconter le Kawaii-Jian à Java. Beaucoup de voyageurs souhaitent inclure dans leur programme, quand ils ont des programmes qui ont un peu plus de 15 jours, 18, 20 jours, 21 jours, eh bien ils souhaitent inclure Java. Alors peut-être parfois ils partent par Yogyakarta et puis continuent avec le Mont Bromo et Kawaii-Jian pour continuer avec Bali, ou alors ils font directement Bali, c'est-à-dire Munduk, Permuteran, ils vont sur Gili Manuk, ils vont sur Java. Et là ils découvrent le Kawaii-Jian, un magnifique volcan dont je vais vous parler aujourd'hui. Le Kawaii-Jian, ou Kawaii-Jian pour les Français, fait partie des cônes volcaniques du volcan Ijen. Et il appartient à la ceinture de feu. Il est situé dans l'est de Java, à proximité du flanc ouest du volcan Merapi. Vous avez déjà entendu parler de ce volcan. Le volcan explosif actif, son nom se traduit par volcan vert en javanais, dû à son lac de couleur verte, réputé pour être le plus acide de la planète. Son cratère de 600 mètres de largeur abrite une soft cratère, je ne sais pas si je le dis bien, enfin un dépôt de soufre d'où est extrait le minerai. Sa première éruption, observée par les Néerlandais, vous savez que les Néerlandais dans la route des épices sont allés sur Java, il remonte à 1796, et en 1921, ces mêmes colons, qui appellent alors le pays des Indes orientales néerlandaises, construisent un barrage. Celui-ci qui existe depuis toujours, permet de réguler le niveau du lac et prévenir ainsi les débordements lors de la saison des pluies, ce qui est à l'origine pouvait être catastrophique pour les cultures de caféiers. Le minerai de soufre provenant du cratère est exploité par les villageois de la caldeira sans pouvoir véritablement dater l'origine de cette pratique. C'est quelque part culturel, c'est ancestral, ça fait depuis bien longtemps. Il est certain que cela remonte à des décennies, des générations en générations. Ces hommes que beaucoup appellent des forçats, car leur travail est incroyablement difficile, extraient du minerai au fond du gouffre, à quelques mètres seulement du lac d'Acide, des blocs de soufre qui sont jaunes et qu'ils font ensuite placer dans des paniers avant de les porter, ces paniers sur leur dos, sur plusieurs kilomètres, vers ensuite des camions situés dans la vallée. Le travail est difficile, le travail, il faut le voir, ce travail est impressionnant, parce que le travail est difficile. Au fond du gouffre, peu nombreux sont ceux qui portent un masque, la plupart n'en portent pas, et se contentent souvent d'un bout de chiffon. Et c'est avec plus de 80 kilos de pierres sur le dos qu'ils descendent des flancs de volcans, et cela plusieurs fois par jour. Et 1 kilo, ça vaut en moyenne 780 roupies, c'est-à-dire rien. C'est environ, ça peut faire 5 centimes d'euros, 10 centimes d'euros. Un panier d'un poids de 80 kilos équivaut donc à un total de 4 euros, ce qui représente le double du salaire journalier d'un agriculteur. Mais ce métier est dangereux, et ici, pas de peine de pénibilité, de prime de risque. Il n'y a pas entre les gaz toxiques, les émanations du soufre, les trajets harassants, l'espérance de vie qui est faible, autour de 45-50 ans, dit-on, dans les villages. Et la question légitime qui nous vient tous à l'esprit est celle-ci. En visitant ce volcan, en particulier, en gravissant les sentiers, tout en croisant ces forçats du soufre, est-ce qu'on n'alimente pas quelque part un système ? Est-ce qu'on ne participe pas nous-mêmes à cette forme d'esclavage ? C'est les questions que sont posées à Manaska, et nous sommes allés voir ces personnes pour leur poser la question. On a posé la question à plusieurs porteurs, et voici leur réponse. Nous ne connaissons pas autre chose. Nous priver de ce travail, c'est nous empêcher de nourrir nos enfants. Si vous empêchez les gens de monter, alors on gagnera moins d'argent, car les touristes nous donnent parfois un peu de sous en échange d'un selfie, pourquoi pas. Nous redescendons ceux qui sont trop fatigués sur nos chariots. Ils ont d'ailleurs créé des chariots exprès pour les touristes. Et ça nous fait encore gagner un peu plus d'argent. Là aussi, c'est toujours ça le prix. Et certains nous offrent des masques, des boissons, de la nourriture. Et puis ça nous amuse aussi beaucoup de voir les touristes monter et être fatigués, alors que nous faisons ça depuis des années, depuis générations, tous les jours. Parfois, on se moque d'eux d'ailleurs, mais gentiment. Et à travers ces gestes simples, comme respecter l'environnement, la participation des actions, ou en offrant des masques à gaz, c'est
à ce moment-là que le tourisme devient responsable, en tout cas c'est notre avis, et prend toute sa dimension. Il ne s'agit pas parce que notre regard à nous nous désigne comme des forçats ou comme des personnes qui souffrent, qui sont dans la douleur. Eux ne voient pas ça comme ça et ils nous demandent de les considérer comme des hommes et des femmes aussi, parce que certaines femmes le font, comme des hommes et des femmes qui font un travail certes pénible, mais qui leur permet de vivre financièrement, tout simplement. Donc c'est à ce moment-là que le tourisme devient responsable et prend toute sa dimension. Le voyageur impliqué, parce que nous participons à l'économie locale sans jugement et avec bienveillance, comme peut le faire par exemple Heinz von Holzen, qui était établi à Bali depuis une vingtaine d'années et qui offre des trolley à roulettes, des sortes de charrettes, facilitant ainsi le travaux des locaux. Il n'a pas dit on va tout interdire, mais il a plutôt pensé à les aider. Et nous essayons, nous aussi avec Amalaska, d'aider ces personnes-là et d'essayer de leur faciliter la vie. Alors parlons de l'ascension du Kawa Hygiene. Donc cette activité s'adresse plutôt à la fois aux sportifs, mais aussi aux familles et avec des enfants à partir de 8-9 ans. J'ai vu des enfants courir devant moi, me mettant la honte, gambadant sans problème, et puis des personnes un peu plus âgées ayant des difficultés à le faire. Le sentier est assez large en fait, mais il y a quelques passages plus ardus sur la fin, mais l'ensemble est réalisable avec de bonnes chaussures, des baskets suffisent. C'est pas, d'ailleurs, certains Indonésiens qui viennent le week-end le font carrément en tongs, vous voyez, et une bonne condition physique quand même, car le chemin peut paraître facile, mais il peut être traître, car particulièrement pentu. Notons par expérience que cela ne semble pas gêner les enfants qui pourraient éventuellement vous attendre, encore une fois, patiemment pendant que vous essayerez de les rejoindre. Essayons de retrouver votre souffle, et j'étais le premier à le faire, à me poser les deux mains sur les genoux en faisant semblant de regarder le paysage, mais en soufflant et en vous demandant où est donc passée votre forme physique d'antan. Sur le sommet, soyez très prudents. Les pentes autour de vous sont abruptes, le chemin plus étroit, le sol glissant, le vent, les nuages d'altitude, nous sommes à altitude, et le froid peut être perturbant, surtout la nuit. Alors, une chose à noter, si vous avez des bâtons de marche, ou vous trouverez des bâtons sur place, ça vous facilitera l'ascension. Comme toutes les activités et sites que nous proposons, il faut prendre le temps de faire cette découverte. Prenez le temps de faire cette découverte. Donc, vous n'avez pas un temps défini pour monter le Kawa Hygiene. Vous pouvez le faire en 1 heure, en 2 heures, en un quart d'heure, peut-être pas un quart d'heure quand même. Vous pouvez le faire assez rapidement si vous le souhaitez, ou beaucoup plus lentement. Nous passerons donc sur la possibilité de partir de Bali pour faire directement l'ascension, qui se fera donc en matinée pour préférer arriver la veille, se préparer dans un hôtel et partir soit vers minuit, soit vers 4 heures du matin sur l'option que vous avez choisie, parce que vous avez 2 possibilités qui s'offrent à vous. Et je dirais même 3 possibilités, parce que si vous ne souhaitez pas vous réveiller à 4 heures du matin, on peut aussi le faire en début de matinée, vers 8-9 heures, mais dans ce cas-là, vous manquerez l'étape dont je vais vous parler maintenant, parce que le départ vers 5 heures du matin vous permet de vous rendre au pied du Kawa Hygiene. Le départ se fait dans l'obscurité, et peu à peu le jour se lève et va éclairer le sentier pour faire découvrir la nature environnante. Arrivé au sommet, il fera jour et vous pourrez, suivant la météo, découvrir un panorama absolument exceptionnel. La deuxième option, c'est celle que vous ne ferez pas forcément si vous ne vous levez pas à minuit, donc vous pouvez vous lever vers 4 heures du matin ou plus tard. Dans ce cas-là, vous ne verrez pas cette deuxième option, c'est le départ vers minuit, donc, de votre hôtel. Et là, vous rejoignez le site de départ pour une montée dans un noir complet. Vous aurez une lampe frontale, bien sûr. Si vous pouvez la prendre vous-même, c'est très bien. Et puis, sinon, on vous la fournira. Et puis après, un arrêt au niveau de l'étape des pesées. C'est déjà folklorique, qui permet aux porteurs d'évaluer le poids de leur panier, que vous pouvez également réaliser dans l'option 1, c'est-à-dire lever à 5 heures du matin. Et puis vous allez pouvoir prendre un petit thé bienvenu et bien chaud. Il sera temps de rejoindre le sommet par un petit sentier, toujours dans le noir, toujours dans la nuit. Et une fois sur place, il est temps de mettre vos masques pour descendre dans le cratère et assister à un des spectacles les plus étranges et uniques au monde, les flammes bleues. Là où en plein jour, le soufre jaune se distingue facilement de la roche volcanique, la nuit révèle des flammes bleues, conséquence de la combustion des gaz sulfuriques à plus de 220 degrés au contact de l'air. Pardon. Au sommet, donc, pour rappel, la zone où se situent les dépôts de soufre et l'origine des fumerolles. La température peut monter jusqu'à 600 degrés et les flammes peuvent dépasser les 3-4 mètres de hauteur. En général, elles sont beaucoup plus petites. Dans les 2 options, il est possible de descendre près du cratère. Le chemin est accidenté, parfois dangereux, donc on y fait attention, parfois glissant, et même s'il est pratiqué par les porteurs tous les jours, ça ne signifie pas que vous êtes en sécurité. C'est important parce que nous ne sommes pas en France, en Belgique, en Suisse, au Luxembourg ou ailleurs. Là, il n'y a pas de sentier balisé, sécurisé. Une fois en bas, l'atmosphère
peut être oppressant quand vous allez voir les flammes. Donc nous ne le proposons pas à toutes les personnes. Ce n'est pas proposé à toutes les personnes âgées par exemple, ou même les enfants, on ne le propose pas. Parce que ça peut être oppressant, une fois en bas, l'atmosphère peut être viciée avec les gaz toxiques, et même avec un masque, et la remontée vers le sommet au retour peut être difficile et souvent par manque de souffle, et les cailloux, les rochers, les pierres instables sont autant de pièges. Donc, la deuxième option, se le réveiller à minuit, ce n'est pas pour tout le monde. Il faut y réfléchir avant. Donc oubliez les forums, les expériences d'autres voyageurs, les panneaux interdisant la descente ou indiquant que vous le faites à vos risques et périls. Ça doit déjà vous indiquer que vous devez réfléchir avant de décider de le faire. Prenez avec vous un sac à dos de 10 ou 15 litres contenant, pas le nombre de litres, 15 litres, mais la capacité du sac à dos doit être entre 10 ou 15 litres contenant de l'eau, même si vous en trouverez aussi à l'étape de la pesée. Et puis une petite pharmacie avec du pomme du tigre pour les articulations, et muscles endoloris et des barres de céréales. Encore une fois, ce n'est pas une petite ascension. Il faut le faire à son rythme, mais ça demande un petit peu de conditions physiques. Et n'oubliez pas les batteries de rechange pour vos différents appareils. Sinon, ce serait un peu dommage d'arriver en haut et de ne pas pouvoir prendre ce magnifique panorama absolument exceptionnel. On se trouve dans une autre époque, dans une autre histoire. C'est absolument magnifique, mais ça demande quand même de mettre des batteries dans les appareils. C'est arrivé déjà d'avoir des voyageurs qui disent « Oh mince, j'ai plus de batterie ». Des vêtements de recharge pour l'arrivée, parce que de rechange, pour l'arrivée, parce que vous risquez d'avoir un peu froid avec le vent qu'il y a en hauteur. Prenez 2 lampes frontales par personne, si vous pouvez les prendre, c'est encore mieux, dans le cas où la première ne fonctionnerait pas. Et pensez à prendre encore une fois des vêtements chauds, un coupe-vent, un bonnet de laine, des gants. C'est pas à peine de prendre des gros moufles, des petits gants suffisent, mais cela peut s'avérer très utile en cas de petite chute. Voilà. Des chaufferettes, c'est bien, c'est sympa aussi si vous pouvez en prendre. Et si ça peut vous sembler superflu lors de la montée, vous serez très heureux de les avoir au sommet. Un bâton de marche, je vous l'ai dit tout à l'heure, ou des bâtons de randonnée vous seront certainement utiles pour vous aider dans la montée et soulager vos genoux dans la descente. La descente est aussi, moi je trouve la descente presque plus compliquée que la montée parce que les genoux sont mis à rude épreuve. On peut encore une fois le faire tranquillement et doucement et ça marche très bien. Voilà. Dans tous les cas, pensez aussi à vos compagnons de voyage qui seront peut-être heureux de profiter du bâton de marche ou des bâtons de randonnée. Voilà, prenez un petit peu d'argent avec vous pour prendre une boisson chaude à la pesée, de pouvoir payer le porteur si vous aimez descendre en chariot. Il n'y a pas de honte si vous ne le sentez pas. Vous avez des chariots spéciaux pour les personnes qui n'arrivent pas à descendre. Dans ce cas-là, on les met dans le chariot et hop là, on descend comme du karting jusqu'en bas, je dirais pas en toute sécurité, parce qu'il n'y a jamais toute sécurité, mais en tout cas, vous profiterez du paysage sans vous fatiguer. Et puis pensez qu'en bas, vous pourrez prendre une collation avec des nouilles sautées ou du nasi goreng au retour de l'ascension. Alors, le Kawaii-Jian, c'est quoi ? C'est une belle aventure. C'est un bon moment, n'oubliez pas tout de même que c'est un petit peu touristique, qu'en juillet-août, il peut y avoir pas mal de monde, que les locaux, les Indonésiens apprécient autant que vous le Kawaii-Jian, que vous mélangerez avec vous. Mais sachez donc qu'il y aura risque d'y avoir du monde, mais c'est quand même une magnifique découverte et c'est un endroit absolument hors du temps. Et c'est ce lieu que nous avions envie de partager avec vous aujourd'hui, ce volcan, ce Kawaii-Jian, dont nous souhaitions vous parler aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu, vous a sensibilisé peut-être à cette découverte du Kawaii-Jian à Java. N'oubliez pas de partager cet épisode avec d'autres personnes. Bien sûr que suivant les personnes qui ont vécu le Kawaii-Jian, les sentiments, les émotions, l'expérience sera différente. Donc chacun son expérience. Nous partageons la nôtre, parce que ça fait longtemps que nous faisons cette ascension, que nous accompagnons des voyageurs pour découvrir non seulement le Kawaii-Jian, mais aussi le mont Bromo, le mont Batur, enfin plein d'endroits absolument magnifiques. Et puis aussi, vous le savez, nous proposons aussi Flores, la Sulawesi, nous proposons Sumatra aussi, Lombok, donc il y a plein d'endroits à visiter. Et nous partageons avec vous, avec grand plaisir, notre expérience, nos coups de cœur aussi. Et là, aujourd'hui, c'était le Kawaii-Jian. N'oubliez pas de laisser des étoiles, s'il vous plaît, sur Apple Podcast, sur Spotify. C'est important de savoir que vous appréciez ces épisodes d'Amanaska Bali. Et puis, nous nous retrouverons très bientôt pour un nouvel épisode qui sera peut-être un peu plus pratique, mais qui vous permettra, là aussi, de mieux organiser votre voyage à Bali ou en Indonésie. À très vite.